un autre système. Donc, si j'appelle 1, 2, égale le système. D'accord? Bon, ben voilà, il n'appartient pas au système, donc je vais l'appeler S. OK. Donc, à partir de là, bah, effectivement, le point P, il peut prendre n'importe quelle charge. Au niveau du point O, il n'y aura pas d'incidence. Donc là, on peut déjà le poser. Donc ici, en haut, bah, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, le moment en eau sous l'incidence de la charge P est égal à 0, hein, à cause effectivement de cette hypothèse. Voilà. Donc en fait, pour certaines personnes qui n'ont pas trop l'habitude, hein, effectivement, la formule, le moment, c'est effectivement la force multipliée par un bras de levier. Attention, hein, il faut quand même observer un peu notre mécanisme et ne pas aller se calculer des valeurs n'importe où. Alors, je vais profiter de cet exercice comme ce matin pour refaire un petit rappel à travers tout ce que vous avez déjà vu, vous, d'accord, au niveau des liaisons, de la modélisation que vous en faisiez, etc. Donc ici, comme je vous avais dit en cours, la première étape, normalement, au niveau d'un système mécanique, c'est de le schématiser, hein. Donc, je reviens dans notre tableau que je vous avais présenté. Donc, la première étape, c'est la schématisation. Donc, je les reprends. Bon, bah, ici, il n'y a pas de problème, elle est déjà faite, hein. Donc, ça, c'est... Ensuite, ben, on doit s'intéresser effectivement aux liaisons. Donc, les composants poutres, ben, en fait, il y en a deux ici, hein. Il y en a un ici. Donc, à la limite, par ma théorie des poutres, je sais que je pourrais dimensionner, faire un prédimensionnement de la poutre AB et faire un prédimensionnement de la poutre BC. Donc, en fait, deux poutres. Donc, AB, BC. Bon, ici, on n'a pas d'informations sur les sections puisque ça ne porte que sur la statique. Mais à cette étape ici, ce qu'il faudrait faire, c'est effectivement s'assurer que les hypothèses de la RDM sont vérifiées. D'accord? Donc voilà, donc je reprends vraiment les étapes. Ici, on n'aurait qu'un problème de statique, donc on s'en fiche un petit peu, hein. Mais en tout cas, ce serait vraiment à faire avant de se lancer dans un calcul, puisque ben, si ce ne sont pas des poutres, on ne peut rien faire avec. On n'a pas les théories qui vont bien avec. Voilà. Donc ici, au niveau de points qui sont importants, et je vous les rappelle, nous, en fait, si on se lance dans un calcul de RDM, nous n'aurons aucune information et aucun moyen de calculer les articulations elles-mêmes. D'accord? Donc, au niveau du point A, au niveau du point B et au niveau du point C, notre théorie n'apporte aucune information et ne prédit aucun comportement au niveau de la structure. Donc, ça fait appel à une autre théorie, hein, qui va s'appuyer, mettons, sur le choix des technologies qu'on va utiliser pour réaliser ici les rotules et ici les pivots. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est effectivement travailler mettant sur les liaisons. Donc, vous voyez, je respecte bien ces étapes. Donc, maintenant, on aborde l'approche des liaisons, donc du système. Donc, avec l'environnement, hein, donc avec le reste. Donc, en mécanique, on appelle ça le reste de l'univers, parfois même, on utilise même ces termes, mais en tout cas avec l'environnement. Bon, et là, vous avez besoin effectivement d'identifier les liaisons de par les schémas qui sont réalisés. Bon, ceux qui ont relativement l'habitude, pour ça, ça ne pose aucune difficulté. Au niveau de A, on a affaire à une liaison qui est pivot. Alors ici, c'est une pivot, mais dans un problème 3 dimensions, hein. Donc attention par rapport à la simplification, on va le voir juste après. Nous ne sommes pas dans un problème plan. Donc en fait, en quelque sorte, les liaisons, il faut les imaginer par leur torseur. Donc là, c'est intéressant d'avoir le torseur en tête, hein. Donc le torseur, effectivement, dans un espace 3D. Et en B et C, on a directement la schématisation d'une liaison rotule,
D'accord? Donc, on va pouvoir écrire ces torseurs. Bon, là, puisqu'on est en phase de révision, je vous réécris ces torseurs. OK? Donc, on peut écrire directement le torseur statique. Exemple, je vais écrire le torseur statique de la liaison en A. Donc là, on utilise directement ce que vous savez normalement déjà faire. Donc, pour ça, donc, point A, je peux attaquer effectivement par son torseur. Et là, je le fais volontairement par le torseur statique. D'accord? Donc, tout de suite en effort. Bon, je note T. Il y en a qui le notent aussi avec la lettre F comme torseur d'effort. Bon, bref, ce matin, j'avais utilisé cette convention, je la garde. Alors, quelques rappels pour pouvoir caractériser exactement un torseur. C'est un torseur de liaison, donc d'un solide sur un autre. Donc ici, si je regarde le point A, c'est, regardez sur la figure, c'est bien la liaison du châssis 0 avec la pièce numéro 1. Donc en fait, ça c'est noté ici, donc de 1 par rapport, pardon, 0, excusez-moi, par rapport à 1. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je dois indiquer le point où on va exprimer ce torseur. De base, voilà, c'est au centre de liaison, au point A, et j'exprime ici le repère de projection X, Y et Z. Voilà. D'accord? Donc voilà, c'est simplement les petits rappels que vous aviez vus. Voilà, donc à partir de là, je peux écrire ce torseur d'effort. J'ai une liaison qui est pivot. Donc en fait, elle va être capable de transmettre des efforts dans toutes les directions. Ici, pour des raisons de simplification, je vais parler des directions de projection, d'accord, et le point concerné. Donc ici, XA, YA, ZA. Alors j'insiste un peu là-dessus. Certains d'entre vous, vous avez peut-être l'habitude de parler de réaction. Donc vous voyez, vous auriez écrit, alors c'est tout bête, mais ça simplifie l'écriture, vous auriez écrit RXA, RYA et RZA. En fait, ça c'est un peu embêtant. Le problème de la RDM et de la mécanique, c'est les lourdeurs d'écriture. Donc ici, j'enlève tout ça, je m'en fiche, moi ce sont des efforts, et simplement l'indication de X, Y, Z me suffit à déterminer un effort. D'accord? Au niveau du torseur, je vous rappelle que ça, c'est sa résultante. Dans un torseur d'effort. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que j'écris? Eh bien, j'écris le moment. OK? Alors, pour la liaison en A, d'accord? Eh bien, en fait, la rotation est possible autour de la direction X. Donc, en fait, il n'y aura pas de moment autour de cette direction. Par contre, les rotations sont interdites autour de l'axe Z et autour de l'axe Y que vous voyez ici. D'accord? Donc, en fait, je vais avoir potentiellement des moments résistants qui vont empêcher ces déplacements. Donc, ici, j'utilise une convention de lettres aussi. Je pense que vous avez l'habitude de ça. L, M, N. D'accord? Donc, ici, A, A, et A. Voilà donc le torseur. Et attention, j'ai fait une toute petite erreur, c'est que LA, je vais l'écrire ici, il est égal à 0. Voilà. Donc lui, en fait, c'est 0, puisque la rotation est possible autour de cette direction. Même chose, j'aurais écrit A, X, Y, Z. Voilà pour la remise en mémoire de cet outil que vous connaissez. Voilà. Donc ça, c'est pour le point A. Bon, maintenant, je vais traiter le point B. Et là, volontairement, je vais le faire de façon un peu différente. Je vais l'attaquer par le torseur cinématique. Donc, tout ça, ce sont des rappels. D'accord? Donc, ça n'a que ça comme objectif. L'exercice en lui-même est très, très rapide à résoudre. Donc, on en profite simplement pour reposer tout ce que vous connaissez. Donc, au point B, qui est une rotule, donc on revoit la figure du haut, d'accord? Là, ici, donc le point B, c'est une rotule entre le solide 2 et le solide 1. Donc, moi, je vais écrire le torseur cinématique de la liaison. Alors, au niveau du torseur cinématique, là aussi, la lettre C parfois est utilisée, C ronde, parfois c'est V, enfin voilà, il y a différentes conventions qui peuvent être utilisées. Donc moi, ce matin, j'ai utilisé V, je vais réutiliser V. Voilà, V comme vitesse, d'accord? Et toujours d'un solide par rapport à un autre. Donc ici, vous voyez, j'ai fait 0 par rapport à 1, donc je vais faire le solide 2, donc la poutre 2 par rapport à 1. Voilà. Je dois exprimer le point de résolution. Au départ, ce sera B, puisque le centre de la liaison B, c'est le point
Et ici, toujours dans un repère de projection, autrement, je ne peux pas écrire les composantes. Voilà, OK. Voilà, c'est fait. Donc ici, je vais écrire les composantes. Donc ici, la résultante du torseur cinématique, pardon, c'est le vecteur cinématique. C'est les vitesses de rotation, pardon. Donc en fait, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir oméga x, oméga pardon, a y, pardon, décidément, je fais des bêtises là. Donc b, pardon, x, oméga b, par exemple, y, et oméga et z. D'accord? Bon, là, je vais utiliser le terme oméga. Je peux utiliser aussi alpha, bêta, gamma, hein, ou alpha point, bêta point. Enfin là, vous avez vous-même vos habitudes. Et là, n'hésitez pas à garder les habitudes que vous avez aussi en termes d'écriture, hein. Si vous en préférez une autre, nous, ce n'est pas le sujet, puisqu'en fait, ce qui va m'intéresser, c'est le résultat ultérieur. Voilà. Et au niveau des vitesses, eh bien, en fait, il n'y en a aucune qui est autorisée. Donc, en fait, pas de vitesse linéaire. Donc, ici, je vais avoir 0, 0 et 0. Voilà. Tout ça, c'est en x, y, z. Et ici, ça a été résolu au point B. Alors, la seconde colonne, le second vecteur qui est dans le moment, c'est le moment du torseur. Donc, j'ai exactement la même chose au niveau du torseur cinématique. La résultante, donc c'est un vitesse, c'est un vecteur de rotation. D'accord? Si c'est le vecteur cinématique, ce sont des vitesses, hein. Et le moment, eh bien, c'est une vitesse de déplacement. Donc, le moment du torseur, eh bien, en fait, c'est une vitesse linéaire. Translation. D'accord? Alors que la résultante ici, c'est une vitesse de rotation. OK? Bon, en fonction de ça, moi, ce que je vais pouvoir traduire, donc là, si jamais vous vous en souvenez plus, d'accord, c'est le torseur statique associé, grâce à la dualité des torseurs. Donc ici, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir mon torseur, toujours de 2 sur 1, ça ne change pas, exprimé au point B, en x, y, z. Et là, grâce à la dualité, ce qu'on avait vu en cours, eh bien, je vais pouvoir exprimer, moi, ce torseur directement. La dualité, je vais vous la représenter ici. En fait, je vais avoir dualité. Ici, lorsque des vitesses de rotation sont interdites ou autorisées, la dualité, elle se fait en croix. D'accord? Ici, si les vitesses sont nulles, la dualité, elle se fait aussi en croix. Et donc ici, c'est l'inverse, tout simplement. C'est-à-dire que là, je vais avoir quoi? Je vais avoir ici, vu que j'ai aucun mouvement de translation possible, 0, 0, 0, eh bien, je vais avoir ici un x, B, y, B, z, B. Et de l'autre côté, les 3 vitesses de rotation sont possibles puisque j'ai une rotule, d'accord, des vitesses relatives. Donc ici, je vais avoir 0, 0 et 0. Voilà, x, y, z. Et ici, c'est tombé. D'accord? Donc voilà la dualité. Et dans certains cas, en fait, si vous avez des doutes, repassez par le torseur cinématique parce que, en fait, les vitesses de rotation, là, et de translation, on les voit bien, d'un corps solide par rapport à un autre. Et de temps en temps, les efforts peuvent nous échapper. D'accord? Vous voyez ici, il y a bien un croisement, hein. Le moment du torseur cinématique, c'est une vitesse de translation, hein. Donc ça, parfois, ça perturbe un petit peu. Alors que dans le torseur statique, effectivement, l'effort, eh bien, c'est la résultante et le moment correspond bien au moment du torseur. D'accord? Voilà, donc là, j'ai écrit ça. Bon, pour le point C, là, l'équivalence, hein, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a le torseur. Là, c'est de 0 sur 1 en C, dans le repère X, Y, Z. C'est la même liaison, donc là, il n'y a pas de souci. Ça va nous donner XC, YC, ZC, 0, 0 et 0.
D'accord? Voilà. Donc là, bon, on voit bien tout de suite l'inconvénient de ces fameux torseurs, hein. Donc là, je vous les donne, mais nous, normalement, on les utilisera, pour ainsi dire, jamais. On va utiliser une méthode, plutôt une approche graphique de résolution qui revient à la même chose. D'accord? Mais il y aura bien une analogie, hein. Et donc, les torseurs nous permettent quand même de nous retrouver. Tiens, à partir de là, je peux déjà poser des équations, hein, donc l'équilibre du système. N'oublions pas l'objectif de l'exercice, c'était simplement de calculer les moments. Donc pour ça, qu'est-ce que l'on peut dire? Regardez, au niveau des moments, ça y est, on a déjà notre réponse. Donc, qu'est-ce que l'on peut affirmer? Comme on a des liaisons rotules en B et en C, ok, donc ça c'est immédiat, hein, voilà, et bien en fait, on peut affirmer que le moment en B en fonction de P est égal au moment en C, donc toujours en fonction de P, et en fait, le vecteur est nul. D'accord? Ça va? Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, prenez la parole, hein, si vous avez des questions. Ok, mademoiselle Lucie Bode, j'ai vu votre message. Hop. D'accord, donc ça, c'est immédiat. Alors, Monsieur. effectivement, lorsqu'on parle de ça, vu qu'on a des liaisons, d'accord, associées à chaque liaison, la liaison n'est capable de transmettre que certaines sollicitations. Ok. Donc, en particulier, les liaisons rotules sont incapables de transmettre des mouvements, automatiquement, les mouvements seront nuls. Donc là, il n'y a aucun calcul, c'est immédiat, normalement. Et il nous reste maintenant le point A. Monsieur, quand vous dites qu'on va pas Alors, pour souvent... ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler, D'accord. par exemple, la poutre A, B, d'accord? Et je vais regarder ce qui s'y passe. Donc, une option, hein. Il y a plusieurs solutions. Ce matin, je l'ai fait autrement, hein. Je l'ai posé autrement, mais là, voilà, je décide, je vais isoler la poutre AB et regarder ce que ça me donne. Je vais profiter de l'isolation de la poutre AB pour refaire encore quelques révisions, d'accord, et poser le problème complètement. Donc, j'aurais pu travailler tout par torseur, hein, comme vous avez l'habitude. Bon, là, je vais attaquer la résolution graphique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dessiner la poutre. Donc, ici, voilà la poutre AB. Je rappelle, pour schématiser une poutre, je représente en fait sa fibre moyenne. Donc, ici, j'ai dessiné la fibre moyenne. Ensuite, attention, j'ai un problème qui est 3D. Sur cette structure, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre le repère en place. Je reprends le repère global, d'accord? Donc ici, c'est Z. Je pense que c'était du Z0. Je vais simplement regarder ça là-haut. Non, c'est Z, X et Y. Donc ici, Z, X et Y. D'accord? Donc ici, par rapport au repère, je n'ai pas comme obligation de prendre le X porté par la fibre moyenne, hein, puisqu'en fait, je suis en train de résoudre un problème de statique. Voilà. Alors, en A, j'ai une liaison qui est pivot. Donc ici, je la représente. Tellement vous n'avez pas d'argent. Alors ici, vous voyez que je la représente effectivement avec une symbolique 3D. Pourquoi? Parce que mon problème est 3D. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Ici, j'ai ma liaison. Tellement vous n'avez pas d'argent. Là-dessus, qu'est-ce que je vais pouvoir représenter? Je vais pouvoir représenter mes inconnues de liaison. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez là, je réécris en quelque sorte mon torseur de tout à l'heure, hein, mais je fais ça purement graphiquement. Donc ici, je vais avoir ZA. Ici, je vais avoir XA. Et ici, je vais avoir YA. Voilà. Maintenant, les moments. Donc, j'ai un moment autour de ZX, d'accord? Et j'ai un moment autour de YA. Donc là, pour les rotations positives, pour ceux qui ont là, des petits doutes, ici, il y a le moyen purement graphique, toujours la même chose, hein.
Donc, tout ça, ce sont des sources d'erreurs. Je le reprends ici. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai X, Y, Z. Et je pense que vous connaissez tout ça. Ici, j'ai la rotation positive. Ici, la rotation positive. Et ici, la rotation positive. Donc là, c'est la première possibilité. Je vous en donne une autre qui n'est pas graphique. En fait, ce que vous allez écrire, c'est simplement le repère de projection qui, lui, dans le calcul, est toujours orthonormé direct. Vous voyez, j'écris simplement ça, X, Y, Z, X, Y, je pourrais continuer comme ça. Et en fait, je dessine une flèche qui représente le sens positif. À quoi ça va nous permettre? Ça va nous permettre de savoir, voilà, si je tourne autour de X, de Y vers Z, la rotation est positive. D'accord? Donc, si je tourne de Z vers X autour de Y, la rotation est positive. Et ça nous permet aussi de savoir le sens des signes positifs pour les produits vectoriels. Ici, qu'est-ce que je peux écrire? X vectoriel Y est égal à Z. D'accord? Bon, parfois, il y en a qui ne s'en souviennent plus. Et ce que je peux affirmer aussi, admettons, c'est que Z, donc après, c'est de la permutation circulaire, mais directement avec la petite formule, vous voyez, que j'ai ici, Z vectoriel X est égal à Y. D'accord? Donc, tous les petits moyens pour pouvoir poser nos problèmes rapidement sans risque d'erreur. Donc, ces petits moyens-là, essayez. Alors, monsieur Enzo, comment parle? Prenez la parole, là, je vois un truc que je ne comprends rien à ce qu'on fait. Est-ce que vous pourriez compléter un peu votre commentaire? Allô, allô? Enzo? Enzo? Bon, manifestement, si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas derrière votre écran. Donc, je continue. Donc ici, donc pour Enzo, on ne sait jamais, je pense que s'il a fait la remarque, d'autres personnes ont les mêmes difficultés. Je profite de cet exercice pour vous remontrer un peu tout ce que vous avez déjà vu, d'accord, au niveau de la statique et des méthodes pour pouvoir poser le problème. D'accord? Donc ici, ce que je suis en train de vous montrer, c'est comment effectivement schématiser un problème complet. Et donc là, j'ai mis les efforts, donc là, c'est assez simple, d'accord? Qu'est-ce qu'il me reste à mettre en place? Il me reste à mettre en place les moments, d'accord? Et il faut que je représente tout ça dans le sens positif. Donc, à partir de là, moi, j'ai deux moments pour une liaison pivot comme ceci. Autour de l'axe X, je n'en ai pas, d'accord? Mais je vais donc avoir un moment autour de l'axe Y. Et regardez, pour le moment positif, eh bien, je dois aller, donc je tourne autour de l'axe Y, je dois aller de Z vers X. D'accord? Ici, de Z vers X. Donc, en fait, le moment MA se représente ici. OK? Et il est autour de X. Donc, c'est L, MA. Voilà, attendez. Autour de Y, pardon. Donc, M pour le Y. Voilà. Et enfin, je vais avoir un moment, donc le moment autour de Z. D'accord? Et si je regarde le moment autour de Z, eh bien, il est positif de X vers Y. Donc ici, le moment autour de Z, il est là, ce sera NA. D'accord? Voilà. Ensuite, je fais la même chose pour B. Au niveau de B, j'ai une liaison rotule. Donc en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une composante du vert, une composante ici, qui sera donc ZB. Je vais avoir une composante ici qui s'appelle YB. Et je vais avoir une composante ici qui s'appelle XB. Voilà. Donc là, mon problème est complètement posé. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à mettre au milieu de cette poutre la charge P, qui est une charge extérieure. Voilà, donc là, j'ai fait mon schéma complet, dessiné la poutre, mis en place le repère, indiqué mes inconnus et mis les chargements extérieurs. À partir de là, je peux poser le PFS. Voilà. Au niveau de cette approche-là, elle va être purement graphique, d'accord?
Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que je vais avoir une première équation de projection par rapport à la direction X. Et là, au niveau du principe, c'est très simple. Ce que je vous invite à faire, c'est de parcourir votre structure dans un sens particulier et de balayer toutes les inconnues, toutes les composantes que l'on pourrait avoir sur la direction X. D'accord? Donc, à partir de là, qu'est-ce que ça va me donner? Je pars du point A, ici. J'ai effectivement une inconnue XA. Voilà. Je continue à balayer au niveau du point P, je n'ai rien du tout, et j'ai plus XB égale à 0. Ensuite, je vais faire le même calcul sur Y. Voilà. Hop. Bon, c'est tout. Je fais exactement la même chose. Qu'est-ce que j'ai? J'ai YA plus YB égale à 0. Et enfin, si je fais la projection sur Z, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ZA moins P. D'accord? Donc, je balaye toujours ma structure. D'accord? Donc, en fait, ZA moins P et plus ZB. Et donc là, je ne serai pas dans la P. Donc, moins P plus ZB est égal à 0. Voilà ici mes trois équations de projection. D'accord? Donc là, c'est beaucoup plus rapide qu'avec une méthode torsorielle. Si j'avais utilisé les torseurs, il faut tous les résoudre en un point, faire le déplacement et ensuite écrire les égalités effectivement de toutes mes équations. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Les moments. Le moment, j'ai besoin d'un point, effectivement, je vais le calculer. Je vais tout calculer ici en A. D'accord? Et donc, maintenant, par rapport à quelle direction? Première direction, autour de X. Je sais qu'autour de X, d'accord, qu'est-ce que je vais avoir? Au niveau du point A, autour de X, j'ai rien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le moment induit par la force P, ici, au niveau de ce point A. Donc ici, on va utiliser une méthode graphique. Donc, qu'est-ce qu'on sait pour un moment induit par une force? C'est la force multipliée par le bras de levier. D'accord? Donc, la force, c'est P. Le bras de levier, en fait, ça va être cette longueur-ci. D'accord? Si je vais revoir sur mon graphe à quoi était égale cette longueur, est-ce qu'on me la donne? Est-ce qu'on me la donne dans les coordonnées? D'accord? En fait, c'est le vecteur AB. Ici, j'ai OA. Ici, j'ai AB. AB est donné directement, c'est LY. Donc, ce sera du L sur 2. Donc, ça, c'est L sur 2. Et là, L sur 2. Donc, ici, multiplié par L sur 2. Et après, on va regarder le signe de ce moment. Comment on fait? Sur le graphe, je vais rajouter le sens arbitraire, d'accord, positif, qui est le sens trigo. Donc, en fait, lorsque la structure tourne dans ce sens, le moment qui est capable de faire tourner la structure dans ce sens, c'est un moment qui sera positif. Et lorsque l'effort va faire tourner la structure dans l'autre sens, ce sera un moment négatif. D'accord? Ici, regardez P. Il a tendance à faire tourner la barre AB autour du point A, autour de la direction X, dans un sens qui est négatif. Donc, en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est à rajouter ici un signe négatif. D'accord? Donc, avec une approche graphique comme celle-ci, tout ce qu'on a à faire, c'est calculer l'intensité du moment et ensuite, on affecte le signe en fonction du sens de rotation. Je continue. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici ZB, d'accord, qui va m'exercer un moment autour de XA. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai ZB. ZB, multiplié par le bras de levier, donc multiplié par L. Et là, le sens est positif. Donc, en fait, plus ZB. Et tout ça, c'est égal à 0. Voilà pour l'équation autour de X. Ensuite, je vais poser l'équation toujours par rapport au point A, mais autour de Y. Alors, autour de Y, attention, j'ai effectivement MA. Donc, MA. Ensuite, je regarde l'incidence et autour de Y, donc l'axe Y, c'est celui-ci, d'accord, P n'exerce pas de moment autour de Y, d'accord, et même chose, ici, les composantes ZB n'exercent pas de moment autour de Y.
La composante YB, même chose, puisqu'elle passe par le point A. Et en fait, pour la rotation autour du point A, pardon, bien, le bras de levier sera égal à 0. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai MA qui est égal à 0. Voilà. Maintenant, il me reste le dernier, le moment A par rapport à l'axe Z, exactement le même raisonnement. Donc ici, j'ai NA de l'axe Z. L'effort P suivant cette direction-ci n'exerce pas de moment autour de ZA. Et lorsque j'arrive au niveau du point B, eh bien, j'ai la composante XB, d'accord, qui m'exerce effectivement un moment autour de Z. Donc ici, j'y vais, XB, multiplié par le bras de levier, donc multiplié par L, d'accord. Et maintenant, je regarde le signe. On va regarder le signe autour de l'axe Z, c'est de X vers Y, et on voit bien que XB a tendance à faire tourner cette structure dans le sens qui est négatif. Donc ici, un signement, et ça, c'est égal à 0. Donc ici, j'ai mis 3 équations de mouvement. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez le calcul graphique? Donc je vous invite à mettre un petit pouce levé ou quelque chose, un petit OK. D'accord? Est-ce que ça va? Ouais, c'est compliqué, mais C'est pour bon? les... Pour Enzo, là, s'il est revenu, là, ça va? D'accord. S'il est revenu, Enzo? Boîte matinale, j'ai mal. OK, vous êtes revenu parmi nous. Alors, je ne comprends pas comment trouver le sens de la rotation. D'accord. Alors, un petit rappel par rapport au sens de rotation. Donc, lorsqu'on sera en 2D, la représentation graphique, elle sera un peu plus simple. Je vais le faire en 2D pour bien vous montrer sur un petit exemple. Regardez, je prends cette structure-là, d'accord, une barre, et on sera toujours avec des poutres. Hein. Donc, ça va un peu simplifier les choses. Bon, ici, j'ai une relation pivot, d'accord, et imaginons que j'ai un effort qui s'exerce vers le bas. On se demande effectivement le moment induit par cette force F, d'accord, au niveau du point A. Et moi, ce que je fais, c'est que je représente dans le repère donné, donc je reprends le même ici. On avait Y qui était là, on avait Z qui était là, et donc ici, vous avez l'habitude, je crois, de le représenter comme ça ici, on a X qui est là. Voilà. Donc ça, c'est un repère direct. Ça, c'est important. Alors, la rotation positive, elle se fait de Y vers Z. D'accord? Alors, regardez, on voit bien que par rapport à ce point A, F a tendance à faire tourner la poutre autour du point A dans un sens qui est négatif. D'accord? Donc, j'observe simplement la figure. Donc, en fait, F, effectivement, là, il fait tourner dans ce sens-ci. Et là, par rapport au sens trigo conventionnel positif, eh bien, lui, il est négatif. Ça veut dire que la valeur scalaire que vous allez devoir trouver va devoir être négative. L'avantage ici, c'est que je reprends effectivement la définition simple. Pour les autres, c'est exactement le même raisonnement. Sauf que la figure, effectivement, elle est en 3D. Donc, admettons, je vais prendre, regardez, je prends la composante ici. Donc, ici, ce serait un Y. Donc là, c'est un Z. Voilà, un Z. Imaginons qu'ici, voilà, d'accord, je prends l'horizontale. Donc, ici, ce serait du F, X. Et donc, vous posez exactement la même question. Eh bien, en fait, on va toujours travailler avec ce sens de rotation positive. Donc, ici, regardez, l'astuce, on va dire, graphique, est-ce que cette figure-là vous parle quand je dessine ça? X, Y, Z et les rotations positives. Ça va, ça? Donc, pour les rotations positives, d'accord, la rotation qui est ici, elle se fait dans le plan XY autour de Z. OK? Donc, ici, je pourrais représenter ça sur ma vue. Regardez, je le fais ici. Je sais que tout ce qui est dans le plan horizontal, d'accord, aura une incidence autour du vecteur qui est perpendiculaire à ce plan. Donc, ici, la rotation positive, elle se fait de X vers Y. On va regarder, Fx me fait tourner la structure dans le sens qui est négatif. D'accord? Donc, à partir de là, c'est forcément un signement autour de Z. Est-ce que ça va mieux? Autrement,
toujours pour les personnes qui ne voient pas trop. D'accord? Autre méthode, vous avez l'habitude du calcul vectoriel. Comment on choisit le meilleur point pour calculer le mot? Alors, pour le choix du point, on choisit toujours un point où il y a beaucoup de résultants, donc où le bras de levier sera nul. Donc ici, par exemple, le point le meilleur qui va générer le moins de calculs, c'est le point, par exemple, A. Ici, il est intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai 3 composantes de force dont le bras de levier est égal à 0. Donc, automatiquement, je n'aurai pas ces équations. Mais vous voyez, si je l'avais fait au niveau du point B, j'ai aussi 3 composantes, a priori. D'accord? Donc, en fait, là, je n'ai pas de point préférentiel. Mais choisissez toujours un point où les composantes de force, d'accord, passent au maximum et vous aurez moins de bras de levier à déterminer. Au niveau de l'approche ici en calcul, toujours par rapport à vos révisions, d'accord, bon, vous avez aussi, vous pouvez le faire avec un calcul vectoriel. Hein. Donc là, si je devais le faire avec un calcul vectoriel, ben dans ce cas-là, c'est tout. Hein. Donc le moment d'une force qui est appliquée en B, appliquée au point A, d'accord, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est le vecteur donc A, B, vectoriel F, B. Ou alors, c'est aussi F, B, vectoriel BA. Bon, dans ce cas-là, vous le calculez directement, d'accord? Et vous allez obtenir les valeurs. Où est-ce que vous avez des problèmes avec le produit vectoriel? Assez souvent, c'est que vous ne savez pas parfois dans quel sens il faut le prendre. L'écriture que je vous propose ici vous permet de résoudre ce problème. Regardez ici, par rapport au point d'application, d'accord? Donc, je refais le schéma de ce truc-là. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ben, ici, j'ai donc A, B et un vecteur F que je trouve ici. Okay. Bon, ben, en fait, pour avoir le bon résultat avec ce qu'ils sont en train de faire, pour avoir le bon calcul, vous voyez qu'ici, le point B est en fait à l'intérieur du produit vectoriel, en quelque sorte, à l'intérieur de l'expression. Vous voyez qu'il est collé au produit vectoriel. Avec cette technique-là, automatiquement, vous ne pouvez plus vous tromper. Vous voyez que là, pour trouver le B collé effectivement à ce produit, en fait, vous êtes obligé d'écrire AB vectoriel FB. Ici, pour retrouver la même chose, c'est FB vectoriel BA. D'accord? Et normalement, avec ce petit moyen-là, eh bien, il n'y a plus possibilité d'erreur de calcul et vous allez obtenir les signes correctement. Voilà. Une seule contrainte ici, les composantes de F sont arbitrairement considérées comme orientées positivement en repère, puisqu'on travaille directement en repère. Voilà. Donc, tout ça a plein de points de révision, soit une approche graphique avec la possibilité de retrouver les sens de rotation positive qui sont donnés ici, et on pose des équations. Donc, moi, dans tout ce petit calcul, qu'est-ce que j'ai trouvé simplement en plus? J'ai trouvé la valeur de MA qui est égale à 0. Donc, dans la progression de mes questions, ici, MA, okay, qui est égal à 0. Je vous rappelle que MA, c'est le moment autour de Y. Hein. Bon, bah, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à trouver NA. Et pour NA, je n'ai pas de solution puisque j'ai deux inconnus. Hein. La relation que j'ai est ici. Je ne connais pas XB et je ne connais pas NA. Donc là, il faut que je continue mon calcul. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai comme solution? Je dois isoler un autre élément de la structure. Il faut que je génère des équations supplémentaires. Donc, je vais isoler une autre partie. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais isoler effectivement la poutre BC. Donc, je remonte à la figure pour bien vous montrer ce dont il s'agit. Donc, moi, ici, dans ma structure, d'accord, j'ai travaillé pour l'instant sur la poutre AB. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler la poutre BC. Et là, j'ai quelque chose qui est particulier
particulier, une propriété de la statique. En fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai un solide qui est en équilibre sous l'action de deux forces. Au niveau des rotules, d'accord, on avait fait les torseurs, mais en tout cas, seule une force est transmissible. Donc, en fait, il s'avère que BC est un solide qui est en équilibre sous l'action de deux forces. Donc, en fait, il s'agit d'une poutre, poutre en équilibre sous l'action de deux forces. Okay. Donc, comme c'est en équilibre sous l'action de deux forces, qu'est-ce que je peux affirmer? Eh bien, elles sont obligatoirement opposées. Même intensité, même norme. Et elles passent par les articulations BC. Donc, leur ligne d'action passe par BC. D'accord? Donc, en fait, si je représente cette poutre, ici, attention, elle est en 3D. Okay. Donc, ici, j'ai C. Ici, j'ai B. Voilà. Ce sont des liaisons rotules. Ici, donc là, c'est pour bon, en fait, il s'avère que ces deux forces sont obligatoirement alignées avec BC. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la force en B de 1 sur 2. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la force en C de 0 sur 1. D'accord? Bon, il s'avère que, comme c'est aligné, qu'est-ce que je peux affirmer? Eh bien, en fait, le vecteur force sera collinéaire au vecteur BC. D'accord? Donc, ça, on peut l'écrire assez facilement. Qu'est-ce que l'on peut affirmer? Vectoriellement, les composantes en fait, de cette force ne sont pas quelconques. J'ai forcément FB de 1 sur 2 qui est égal à K fois. D'accord? K fois quoi? Eh bien, en fait, K fois BC. Donc, en fait, il me faut le vecteur BC. Je vais avoir une orientation, donc des propriétés entre les différentes coordonnées de cette force. On y va? Donc ici, je vais prendre la... J'ai besoin du vecteur BC, d'accord? Donc BC, qu'est-ce que c'est? Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai AB, j'ai OA, j'ai... Donc en fait, ce serait... Tiens, ils ont choisi de coller juste maintenant. Ils sont en train de... Là. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui bricole des tas de ferraille. Un doute tout il y a. Donc ici, j'ai besoin du vecteur BC. Donc BC, j'ai OC. Je vais passer par le point haut. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le vecteur AB déjà. Donc j'ai besoin de CA. Donc ça, c'est BA. Bon, bref. Voilà, plus un C. OK. Donc BA, c'est moins LY. Donc Y. Et AC, qu'est-ce que c'est? C'est plus AO. Où est-ce qu'ils sont tout cassés?
Voilà, donc ici, en haut, ça nous fait moins dx, et OC, donc plus HZ. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai DC égal, alors, moins dx, moins L et H. Donc, moins D, moins L et H. Donc ici, qu'est-ce que je peux affirmer? Eh bien, ma force sera égale à qu'un fois ce vecteur. Là, vecteur de moins D, moins L et H. D'accord? Bien alors, ici, ben, on va voir, on va essayer de déterminer donc, K, puisque D, L, H sont connus. C'est mon problème. Alors ici, qu'est-ce que j'avais comme calcul? Ben, ici, j'ai ZB, regardez. J'ai ZB qui est déterminé ici. D'accord? Donc, je vais pouvoir finaliser mon calcul. Donc ici, FB est donc égal à X, B, Y, B, Z, B, qui est donc égal à K, en L, en D, pardon, en L, H, et donc ici, qui est égal pour ZB, B, c'est donc égal à P sur 2. Donc, K, H, égale Z, B, égale P sur 2. Donc, K, P sur 2H. Donc, à partir de là, ayant K, je peux calculer YB. Donc, P1T L sur 2H. Et je vais avoir donc X, P, qui sera égal à P, H. Voilà, et donc là, j'ai terminé, hein, puisque l'équation que j'ai ici, NA moins XB, L est égal à 0. J'ai donc NA qui est égal à XB, L. P, P, L sur 2H. Et j'ai terminé. D'accord? Donc ici, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? L'exercice en tant que tel est beaucoup plus rapide, hein, puisque j'ai fait des rappels. Donc en fait, ici, on a isolé en fait des sous-ensembles. OK. Il faut faire attention au niveau des liaisons pour y mettre les torseurs de liaison et pouvoir calculer les inconnus. Et en fait, on isole effectivement les sous-systèmes pour pouvoir résoudre progressivement les différentes inconnues. Ici, j'ai bien déterminé tous les moments. Hein. Donc, le moment en A, le moment en B, le moment en C et le moment en O qui, lui, est nul puisqu'il est en dehors de la structure. D'accord? Est-ce que ça va? C'est bon? Pas de questions? Allez, on continue, on passe à l'exercice suivant. Donc, le ST07. Donc là, on vient plus à un domaine de poutre, d'accord? Donc, exercice ST07, voilà la structure. Donc, on a deux poutres qui sont soudées l'une par rapport à l'autre, hein, une position particulière. Cette structure, en fait, elle est articulée au niveau de ce point et elle est en appui simple ici au niveau de son extrémité. On exerce dessus, donc là, il est marqué à l'aide d'un câble, hein, une force T, ici horizontale. Qu'est-ce qu'on vous demande? La même chose, hein, pour commencer ce problème, on doit déterminer les réactions d'appui et après, je pourrais faire le dimensionnement de la structure. Bon, même chose, on reprend effectivement le schéma. La schématisation ici elle est terminée. Qu'est-ce que je dois faire? Sur ce schéma, y mettre un repère et ensuite y poser mes équations. Alors, ici, voilà, première ici.
Au niveau de la distance petit a, ben, j'ai un autre montant qui est ici. Voilà. On dessine un peu plus grand. Et puis, c'est à peu près tout. Donc ici, j'ai une liaison pivot. Voilà. Et de l'autre côté, un appui simple. Je suis en statique, je dois y mettre le repère global. Donc, la verticale du lieu est toujours, par convention, l'axe Y. Ici, Y. Ici, perpendiculaire au plan de ma figure, j'ai donc Z. Et donc ici, hop, suivant cette direction. Donc voilà mon repère global. Vous voyez qu'au niveau de la position du repère, je le positionne par rapport à un point donné. Donc ici, l'origine de mon repère, bon, je le mets par exemple au point A. Donc je vous demande toujours, prenez plutôt cette option de représenter effectivement l'origine du repère dans lequel vous allez travailler sur la figure et non pas de représenter ce que je vais faire ici, c'est-à-dire un repère vite fait comme ça, où l'origine n'est pas marquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va utiliser la position de ce point pour poser nos équations. Donc, le fait d'avoir correctement posé le point facilite en général les calculs, tout simplement. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai simplement un effort T, ici, horizontal. Voilà, horizontal. Bon. Donc, le repère est mis en place, première étape. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Ben, indiquer les inconnus de liaison. En A, j'ai une liaison pivot. Donc, j'ai ici YA. Et ici, X1. Au point B, j'ai une liaison ponctuelle. Donc, en fait, je n'ai qu'une seule composante que je vais noter dans YB. Et au niveau, là, au niveau de la force, c'est le point F. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai mis repère en place, effort en place, en fonction des liaisons. Ben, maintenant, je n'ai plus qu'à poser mon problème. J'ai un problème qui est plan. Donc, le PFS va me fournir ici 3 équations. D'accord? 2 équations de projection en effort, une équation de mouvement. Pourquoi je peux affirmer que j'ai un problème plan? Ben, regardez au niveau des sollicitations, d'accord? La structure, elle est comprise dans un plan, elle est comprise totalement dans le plan XY. Donc, le système est dans le plan XY. Mais attention, ce n'est pas tout. Il faut aussi que les efforts extérieurs soient contenus dans le plan. Donc, celui de la structure, d'accord? Et s'il y a des moments alors ils sont portés exclusivement par la perpendiculaire à ce plan. Z, d'accord, qui lui est perpendiculaire à XY. OK? C'est à cette condition qu'on a un problème plan. Si ce n'était pas le cas, en fait, je ne pourrais pas poser effectivement que 3 équations de projection. Donc ici, c'est le cas. Bah, tout ce que j'ai à faire, c'est à poser effectivement mes 3 équations. D'accord? Bon, bah, on y va. Je vais les écrire ici
Comme ça, j'ai la figure juste à côté. Bon, ben, en fait, le principe est le même, d'accord? Je vais balayer ma structure et puis prendre toutes les projections en X, toutes les projections en Y et ensuite l'équation. Donc, on y va. Projection en X. Donc, vous voyez, il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut être simplement un peu rigoureux, c'est tout. Donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir? XA en premier. Ici, c'est moins T. Moins T est égal à 0. Projection en Y. Qu'est-ce que j'ai? J'ai YA. Je balaye ma structure. Au point F, je n'ai rien du tout. Ici, j'ai YB. Plus YB égale 0. Et enfin, une équation de mouvement. Vous voyez qu'ici, je vais choisir le point A. Pourquoi? Parce que j'ai deux inconnus au niveau du point A, donc ça va limiter mes calculs. Donc ici, au point A, par rapport à Z, c'est la troisième équation. Donc là, pour faciliter les choses, je vais représenter le sens de rotation positive. Vous voyez que je vais résoudre ça de façon purement graphique. Je ne vais poser aucun calcul vectoriel. Voilà. Et là, regardez, F, en fait, il me fait tourner la structure, d'accord, dans un sens qui est opposé au sens positif. Donc ici, cet effort T extérieur a tendance à me faire tourner ma structure, d'accord, dans un sens qui est fait négatif. N'oubliez pas qu'une force est un glisseur, c'est ce que je vous avais dit en cours, c'est-à-dire qu'en fait, pour trouver le moment, je n'ai pas besoin de la distance AF, mais j'ai simplement besoin du bras de levier. Et comme la force est un glisseur, je peux la translater le long de sa ligne d'action, ça ne change rien pour mes calculs. Donc en fait, ici, je peux la ramener au niveau de la verticale du point A, d'accord? Et c'est cette longueur qui sera le bras de levier. Et en fait, cette longueur, c'est petit c. Donc voilà, je peux calculer son mouvement. Ça va me donner quoi? Donc ici, ça va me donner force, donc c'est T, multiplié par le bras de levier C. Et tout ce que j'ai à faire après, c'est quoi? C'est regarder le signe. Là, le signe sera négatif. Je continue, j'arrive au niveau du point B. Au point B, j'ai YB. YB. Multiplié par le bras de levier, en fait, c'est la distance AB. La distance AB, c'est petit a plus b. D'accord? Je regarde le sens de rotation. Là, effectivement, la force YB a tendance à faire tourner ma poutre dans le sens positif. D'accord? Ici. Donc, ce sera un plus. Et tout ça, c'est égal à 0. Vous voyez, la résolution graphique me permet d'aller beaucoup plus vite qu'avec des résolutions vectorielles. Mais il faut effectivement bien faire attention. Bon, là, j'ai terminé. Je calcule, j'ai trois équations. J'ai ici combien d'inconnus? J'ai trois inconnus. Donc, trois équations, trois inconnus, il n'y a pas de problème, je peux résoudre. Trois équations. Trois inconnus, il n'y a pas de souci. Bon, qu'est-ce que j'ai? J'ai XA qui est égal à T. J'ai YB qui est égal à TC sur A plus B. Et j'ai YA qui est égal à moins TC sur A. Et j'ai terminé. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon pour tout le monde? Bon, écoutez, a priori, en espérant que tout le monde est encore là, on va passer à l'exercice suivant. Donc, n'hésitez pas toujours à m'interrompre si jamais vous avez des questions à poser. Voilà, alors ici, on va se donner ce truc-là. Sans justification. Alors, monsieur Stoven, là, ouvrez peut-être votre micro. Qu'est-ce que vous entendez par justification? Est-ce que vous m'entendez?
Ça va écouter mon micro. Activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, bah, activez votre parleur. Bah, Vous entendez pas Ah, pardon. Ah, attendez, alors c'est moi. Attendez. Ben, vous voyez, j'ai un problème de son. Attends, hop. Je vais faire un test tout de suite là pour. hello? Oui, effectivement. Attends. Oui, attendez. Est-ce que vous m'entendez? Bon, ça marche. Attendez, bon, j'ai un problème avec mon PC, le son passe plus. Zut, mais sinon. D'accord. Hop. Allez-y, parlez un peu pour voir si je vous entends. Allô? Oui, Est-ce c'est que vous bon. m'entendez? Oui. Ok, Ma c'est bon. question, c'était plutôt parce que par le passé, lorsqu'on faisait des calculs de mécanique, Oui, bah, d'habitude, on posait des torseurs et ensuite on faisait des calculs sur les torseurs avec les théorèmes du moment cinétique, tout ça. Et ici, en oui, fait, j'ai l'impression on fait à peu près la même chose, mais graphiquement, oui. sans poser les calculs de torseurs, en fait. Tout à fait. Donc, c'est un peu ce que je vous D'accord. disais en cours, c'est-à-dire que nous, effectivement, en quelque sorte, alors moi, j'appelle ça optimiser un peu les calculs. Effectivement, la méthode torsorielle, c'est celle qui est la plus rigoureuse, on va dire. Et moi, je vous invite vraiment à la poser, en quelque sorte, si vous n'appréhendez pas le système. Si vous ne le voyez pas, les torseurs vont vous permettre effectivement de poser vos équations avec toute rigueur, normalement sans erreur de signe. Les erreurs de signe sont dues en fait à des erreurs d'écriture, de retranscription. Donc, mais nous, en fait, graphiquement, on fait exactement la même chose. D'accord? Et on est en train de travailler sur les composantes du torseur. Nous, en fait, au niveau de l'RDM, on va avoir des problèmes qui sont systématiquement plans. Donc, on n'extrait que 3 équations de tout ce système d'équations. D'accord? Et ensuite, pour poser les équations avec le signe, ben, c'est ce que je vous ai montré là graphiquement. C'est-à-dire qu'en fait, nos figures sont toujours planes. On va être dans plein de cas, nous, ce que vous allez voir, en tout cas, ce seront toujours des problèmes plans. Et là, en fait, il est très, très simple de poser les équations de moment directement à partir de la figure. Au niveau, effectivement, du problème, on a des problèmes qui sont systématiquement statiques. Donc, ça simplifie considérablement le calcul. Hein. On n'a pas d'accélération. Donc, pas de phénomène d'inertie. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on n'utilise que certains éléments. Par contre, je pense qu'il faut garder toujours en tête, n'oubliez pas vos torseurs en quelque sorte pour modéliser des liaisons, parce qu'avec cet outil mathématique, eh bien, en fait, vous avez toute la liaison qui est traduite en un seul opérateur. Et ça, c'est le gros avantage des torseurs. D'accord? D'accord, merci. Bon, parfois, des personnes ont des soucis avec la méthode graphique. Alors ici, je vais essayer de répondre un peu ce truc-là. Voilà. Monsieur, Oui? est-ce que vous pouvez juste remontrer ce que vous avez mis pour la fin de l'exercice 7? Ouais? Ça va couper Oui, pour moi. d'accord. Donc ici, en quelque sorte, l'exercice 7, d'accord? Donc j'avais abordé directement les équations graphiques. Moi, ce que j'appelle la méthode graphique, effectivement, c'est vraiment ce que l'on fait. Okay. Donc au niveau des projections, en général, il n'y a pas d'oubli. Pensez bien à balayer effectivement votre structure pour passer de A en B et n'oubliez rien. Hein. Ben, c'est tout. Hein. En quelque sorte, vous considérez qu'il y a un grand râteau qui passe et puis il choque tous les points qui voient, c'est inconnu. Et après, vous faites vos équations de projection, paf, celles-là sont faites. Et à partir de là, ben, c'est simplement effectivement grâce à la représentation ici, vous voyez, de cette rotation positive. Dans certains cas, lorsqu'on a des difficultés, n'hésitez pas à le représenter 2 fois. C'est-à-dire que moi, j'invite les personnes à l'écrire dans ce sens-là et juste à côté en fait des liaisons, d'accord? Donc ici, n'hésitez pas à le représenter comme ça, donc le sens de rotation positive. Je le mets sur toute la figure parce que suivant que vous êtes éloigné ou proche du point, vous arrivez effectivement à bien voir le sens positif.
D'accord? Et dans la méthode graphique, le fait que le torseur, qu'une force soit un glisseur, bah, pour nous, c'est essentiel. Hein. C'est-à-dire que de temps en temps, il arrive encore que des personnes me calculent directement la distance AF, voilà, vectoriellement, et puis ils reposent tout leur calcul. C'est absolument inutile. Hein. Ici, je fais glisser ma force le long de cette ligne d'action et j'ai directement, graphiquement, la valeur C qui va apparaître. D'accord? Voilà. Donc ça vient simplement des propriétés du calcul vectoriel. Ça va par rapport à ce que vous avez vu? Et puis après, bon, c'est tout, on résout notre système. C'est bon? Oui, merci. OK. Allez, on passe à l'exercice 17. Alors cet exercice-là est issu d'une évaluation qu'on avait faite. Et il s'avère que, j'avoue que je n'ai pas trop compris pourquoi, pas mal de personnes n'ont pas su aller au-delà de la résolution du problème de statique. Ils sont restés bloqués dedans. Donc là, on va un peu décrire ce que c'est. Voilà, on a une poutre horizontale, OD, là ici. Et en fait, elle est suspendue par un petit système, on va dire, un peu original. C'est une poulie sur laquelle vient s'enrouler un câble, donc le câble BC ici, et qui maintient donc en équilibre effectivement le système. Voilà. Et donc, on demande effectivement de déterminer déjà les actions qu'on va avoir en différents points, donc exprimer les réactions de liaison en F, O, B, C, et tout ça en fonction de P. Et après, on pourrait faire une application numérique, puisqu'on a la figure qui est complètement dimensionnée. Voilà, donc en fait, il s'avère qu'il y a un certain nombre de personnes, pas négligeables, qui se sont vraiment arrêtées à la statique. Ils n'ont pas pu décoller, ils n'ont pas réussi à poser leur problème de statique. Donc ici, on va le faire, et toujours en respectant les étapes que je vous ai suggérées. Je vais redessiner éventuellement la structure, comme ça on va utiliser que les fibres moyennes et ces éléments-là. Donc ici, j'ai donc une poutre OD. Là, ici. Sur cette poutre OD, en haut, j'ai une liaison pivot. Donc, en fait, moi, dans ma problématique de poutre, là, ici. Voilà. Au niveau de BSC, j'ai des câbles qui sont fixés. Voilà. Et en extrémité, en D, j'ai mon effort P qui vient s'exercer. Voilà. Et en fait, ce câble, il est suspendu à une poulie. On va dessiner la poulie. Donc, en fait, voilà, mon câble vient s'insérer ici et là. Voilà. Et donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore une liaison pivot. F, O, P, C et D. Bon, voilà, donc première chose, mise en place du repère. La verticale du lieu, voilà, par convention, on a tendance à utiliser Y, donc je conserve cette option-là. Ici, je vais prendre comme direction X, et enfin, la direction Z, elle est là. Ou si vous préférez, vous pouvez le mettre comme ça aussi. Voilà, mon repère global est déterminé. L'origine de ce repère, vous voyez, je le mets au niveau du point haut de ma figure, mais en tout cas, je fixe bien mon repère sur ma structure. Deuxième étape, mise en place des réactions de liaison. Bon, maintenant, on commence à avoir l'habitude. En haut, j'ai deux inconnus. Donc ici, je vais avoir YO et ici XO. En F, pareil, liaison pivot, deux inconnus. XF, pardon, YF, excusez-moi. XF. Voilà. En B, alors en B, en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai un câble. Alors, je crois que peut-être que ça va perturber certains étudiants. En fait, un câble, qu'est-ce que c'est? Un câble, en fait, c'est un élément qui ne peut être soumis qu'à de la traction. Si vous exercez une compression sur un câble, qu'est-ce qu'il fait? C'est tout, il se replie et il est capable de ne travailler qu'en traction. Donc ici, c'est ce qui va se passer. Effectivement, la liaison au niveau du point B peut être une liaison considérée comme pivot. Je peux mettre, admettons, une
manille ou un crochet là, qui va avoir tendance effectivement à n'autoriser que la rotation relative de la poutre 1. Là, je peux identifier le 1. Ici, j'ai un premier câble, un 2. J'ai ma poulie, 3. Le référentiel, ce sera 0. Donc, en fait, effectivement, ce câble, ici, il est effectivement articulé sur la poutre. Donc, on pourrait considérer effectivement qu'il y a deux inconnus. Donc, je ne l'ai pas fait comme ça ce matin, mais avec vous, je le fais comme ça. Donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, pourquoi pas, un YB. D'accord? Et potentiellement, pourquoi pas, mais là, les câbles sont considérés comme verticaux. Voilà. Donc, ici, pourquoi pas aller, je mets un XB ici. Puis ici, même chose, donc j'aurai normalement ici un YC, puisque c'est un point différent, ici un XC. Donc voilà en gros ce que j'ai. Voilà. Et comme je vous disais, un câble, il a comme spécificité effectivement qu'il ne peut travailler qu'en traction. Donc supporte uniquement les forces de traction. Okay. Donc, comme il supporte des forces de traction, que le câble ici est vertical, obligatoirement, XB, que ce soit de 1 sur 2 ou de 2 sur 1, il est nul. Donc ici, ce que je peux déjà affirmer, rien que par rapport à cette hypothèse-là, je peux affirmer que XB est égal à XC est égal à 0. Il ne peut pas en être autrement. D'accord? Donc ici, au niveau des points supérieurs, je vais noter là. Là, je vais renoter ces deux autres points. Donc j'ai F. Donc celui-là, je vais noter H. Et celui-là, d'accord. Ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir aussi de la tension, puisque mon câble travaille en tension. Ce sera ici YI. Ici, je vais avoir H. Et ici, d'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Même chose, je vais isoler des systèmes. Donc, pour pouvoir calculer mes actions de l'extérieur sur mon système, je vais isoler un système. Et là, je peux commencer par tout isoler, par exemple. Pourquoi pas? Donc, en fait, je vais isoler 1, plus 2, plus 3. D'accord? Pourquoi je fais ça? En fait, je fais ça parce que, regardez au niveau du point O, donc le système 1 plus 2 plus 3, il est relié au niveau de l'extérieur par le point O et par le point F. D'accord? Donc, en fait, les actions extérieures de mon système, qu'est-ce que ce sera? Eh bien, ce sera la charge P. Et en action passive, je vais avoir la réaction au niveau du point F et la réaction au niveau du point O. C'est tout. Donc ici, sur ce système, le chargement, d'accord, il passe par le chargement extérieur. J'ai l'action active, le chargement actif qui se traduit par P. D'accord. Et je vais avoir des actions passives. D'accord, que sont les réactions de liaison avec l'extérieur. Donc, de liaison de quoi? De 1 plus 2 plus 3 avec l'extérieur. Et là, je n'ai plus que les points O, en O et F. D'accord? Bon, sur ce point-là, lors du DS, je ne sais pas, il y en a beaucoup qui sont embrouillés, ils ont pris tous les points. Enfin, ils n'arrivaient pas, clairement, je pense, un des soucis qu'ils avaient, c'est qu'ils n'arrivaient pas à isoler des sous-ensembles ou des ensembles du système.
Et donc, après, les systèmes d'équations qu'ils génèrent sont fausses et ça ne fonctionne pas. D'accord? Bon, une fois qu'on a dit ça, voilà, moi je travaille avec 1 plus 2 plus 3. Donc, je vais pouvoir poser mon système, d'accord? Et là, c'est une lecture directe, encore une fois, purement graphique. Je vais avoir, comme mon problème est pan, une projection suivant X, je vais avoir une projection suivant Y, et je vais avoir toujours la même chose, un moment. Celui-là, je vais le calculer par exemple en haut et par rapport à la direction Z. Vous voyez, toujours les mêmes équations qui reviennent. Projection X, voilà, ça va aller. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je balaye ma structure, mais attention, j'ai l'ensemble OD avec les poulies, d'accord? Donc 1 plus 2 plus 3, et je regarde simplement par rapport à l'extérieur. Donc en fait, YB, XB sont des composantes internes au système. Ce n'est pas des liaisons avec l'extérieur. Donc en fait, elles n'apparaissent pas dans mon système d'équations. Même chose pour YC et XC. Donc je fais exactement la même chose. Ça va me donner quoi? En haut, X0 plus XF est égal à 0. Donc ici, ça me donne simplement X0 plus XF égale à 0. Ensuite, même chose en Y, ça va me donner quoi? Y0 plus YF moins P est égal à 0. Y0 plus YF moins P égale à 0. Et enfin, le moment, ça va me donner quoi? C'est tout, la même chose. Moment par rapport à levier. Qu'est-ce que je vais faire? Je représente le sens de rotation positif. D'accord? Bon, puis j'y vais. X0, Y0 n'interviennent pas. Les bras de levier sont nuls. Je regarde ce qui se passe au niveau du point F. Et même chose, mes forces, ou les composantes de force, sont des glisseurs. Donc, en fait, pour avoir le moment de la résultante F, regardez, c'est tout. Je peux faire glisser sa composante XF, là, sur sa ligne d'action. Elle est un glisseur. Alors, attendez. Je vois au niveau du chat, je n'arrive pas à le suivre. Donc, faites attention par rapport à les réactions de liaison en F, O, P, C. Décidément, Enzo, il a du mal à suivre. Alors, Enzo, regardez, moi, ce que je veux, c'est calculer les réactions de toutes les liaisons. D'accord? Ça va? Quand vous avez des questions, activez votre micro, d'accord? Alors, peut-être que vous le faites, normalement, c'est bon, en mettant le son passe ici. Parce que, en fait, vis-à-vis du chat, je ne regarde pas trop. Et en fait, je vous réponds pas. Et sachez que si vous posez une question, en général, il y a plusieurs de vos collègues qui se la posent aussi. Donc, et nous, ce qu'on veut, c'est simplement déterminer toutes les actions pour ensuite faire du dimensionnement. Exemple, le but futur serait de dimensionner la poutre OD, pour calculer sa déformation, pourquoi pas. Et après, on pourrait calculer la déformation du câble lui-même et avoir tout un ensemble sur, admettons, le déplacement du point D au final. Des choses comme ça. Donc ici, je continue mon calcul, d'accord? Voilà, et donc le moment, X0, Y0 n'interviennent pas. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais donc avoir, ici, toujours le même principe, d'accord? XF multiplié par le bras de levier. Le bras de levier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça devient la hauteur, tout simplement. La hauteur, regardez sur la figure qui est ici, c'est 1 mètre. D'accord? Et ensuite, je vais avoir YF, même chose. YF est un glisseur. Vous pouvez tout à fait déplacer cette composante-là sur la ligne qui porte l'effort, d'accord, et avoir le bras de levier. Donc, le bras de levier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la distance O, ici qui va jusqu'à F. Et regardez sur votre figure, ça représente quoi? Ça représente ceci et la moitié de cette distance-là. D'accord? Bon, c'est tout ce que j'ai à faire, c'est à régler ça. Donc, pour l'instant, je vais écrire les bras de levier. Donc, ça me donne quoi? Ici, ça me donne donc YF multiplié par 1. D'accord? Je vais faire les signes après. Et de l'autre côté, j'avais X. Pardon, excusez-moi. C'est XF ici, qui est par 1. Et ensuite, YF multiplié par le bras de levier, qui est égal à 0,38 plus 0,38 sur 2. D'accord? Donc là, j'ai fait la composante XF et la composante YF. Et enfin, qu'est-ce qui me reste? L'incidence ici du chargement extérieur P.
Donc, ça me donne P multiplié par le bras de levier. Et si vous regardez le bras de levier, je l'ai ici, 0,38 plus 0,38 plus 2 fois 0,38. Donc, 4 fois 0,38. D'accord ? Voilà. Donc, maintenant, il me faut les signes. On va regarder. La composante XF, vous êtes d'accord, elle a tendance à faire tourner. Donc, avec le bras de levier, c'est beaucoup plus simple. Regardez, elle s'applique ici, d'accord? Donc, elle fait tourner la poutre OD que j'ai isolée, d'accord, dans le sens qui est négatif. YF, lui, a tendance à faire tourner la poutre, mais dans le sens positif. Et P a tendance à faire tourner cette poutre dans le sens négatif. Donc, qu'est-ce que je vais retrouver au niveau des signes? XF, on avait dit que ça faisait tourner en sens négatif, donc c'est un moins. YF fait tourner en sens positif, donc c'est un plus. Et P fait tourner en sens négatif, c'est un moins. Et donc tout ça, c'est égal à 0. D'accord? Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que du calcul vectoriel. C'est une méthode qui est directe. Et là, on lit la figure et on la retraduit directement. Bon, donc ici, on va regarder un peu nos équations. Je dois calculer toutes ces réactions. Ici, donc, j'ai YX, XF. Donc, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4 inconnus. D'accord? J'ai 3 équations. Donc, en fait, mon système est hyperstatique. Donc, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois isoler un sous-ensemble, d'accord, pour pouvoir déterminer effectivement et lever ces inconnus. Donc, je choisis un autre sous-ensemble, c'est tout. Hein. J'ai ici isolé le système complet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler, par exemple, la poulie. Donc, le système. Et là, en fait, 3 plus 2. D'accord? Bon, je vais le représenter. Donc, voilà la poulie. Ceci. Le câble. Et j'ai là-dessus bien l'action en B et C. Et donc ici, si je représente ces actions, ce sera quoi? C'est l'action Y, P, de ma poutre horizontale sur le câble, donc ici de 1 sur 2. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai Y, C, de 1 sur 2. Et donc ici, j'ai la liaison. Voilà. Voilà ce que j'ai. J'ai ici Y, F. Ici, j'ai X, F. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai isolé. Bon, même chose. Je peux remettre en place là-dessus mon repère. Je vais partir ici. Bon, Z, X, Y. D'accord? Et je vais pouvoir, même chose, poser mes équations d'équilibre. Là, projection X. Et là, quand je regarde ce que j'ai, la seule composante que j'ai, c'est XF, qui est égale à 0. Ensuite, la projection Y. Je balaye ma structure. Qu'est-ce que j'ai? J'ai moins YB de 1 sur 2, plus YF, moins YC de 1 sur 2, qui est égal à 0. Et enfin, qu'est-ce que j'ai? J'ai le moment. Je vais faire le moment en F, puisque j'ai deux composantes de force au niveau du point F, d'accord? Par rapport à l'axe Z, même chose, je représente le sens de rotation positive sur ma figure. Tout ce que j'ai à faire, c'est mon calcul. Et en fait, la poulie, elle fait comme diamètre 0,38, d'accord? Donc ici, hop,
j'ai 0,38. Donc, bah, si je regarde le moment, ça va me donner quoi? Bah, YB de 1 sur 2, d'accord? Et en fait, ça me fait tourner ma poulie, d'accord, dans le sens qui est positif. Donc, multiplié par 0,38 le bras de levier sur 2. Et en fait, bah là, c'est un plus. Et si je regarde bah, le moment induit par la composante YC de cette poulie, qu'est-ce que je trouve? Je trouve YC de 1 sur 2 multiplié par 0,38 sur 2. Et ici, c'est un signe moins, puisque ça fait tourner en sens qui est négatif, égal à 0. Et là, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve effectivement que YB de 1 sur 2 est égal à YC de 1 sur 2. Voilà. Et je trouve quoi? Eh bien, je trouve que YF est égal à YB de 1 sur 2 plus YC de 1 sur 2. D'accord? Et j'ai trouvé aussi, pardon, excusez-moi, que XF est égal à 0. Donc là, j'ai une information supplémentaire. Regardez, tout à l'heure, j'avais comme relation que XF plus XO était égal à 0, donc ils étaient opposés. Et maintenant, bah, j'ai comme information que ces deux composantes-là sont libres. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? En termes de progression, j'ai X0 qui est maintenant identifié, qui est égal à XF et qui est égal à 0. D'accord? J'ai la tension du câble qui est la même dans tout le câble. D'accord? Donc j'ai YB de 1 sur 2 qui est égal à YC de 1 sur 2. Et donc maintenant, bah, je vais continuer mon calcul. Pour pouvoir continuer, bah, ces valeurs-là n'ont toujours pas été définies. Je vais isoler un autre sous-ensemble. Donc je poursuis, hein, puisque je n'ai pas terminé. Donc on va isoler eh bien, la poutre AB. Pardon. Si je reviens aussi, c'est la poutre, pardon, OD. OK. Je la dessine. Toujours la même chose, puisque je l'ai isolée. Là, couleur. Hop. Là, ici. Voilà ma poutre. OK. Hop. Une liaison pivot ici. À l'autre extrémité, ben, j'ai simplement l'effort qui s'exerce. Et qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai en fait deux fois ici la tension du câble. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai YB de 2 sur 1. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, YC de 2 sur 1. C'est en fait maintenant les câbles qui soutiennent la poutre. D'accord? Donc là, c'est la notion d'action et de réaction. Au niveau de ma liaison en eau, d'accord, donc je représente mon repère. Donc ici, X, le Y, c'est toujours le même, le Z. Voilà. Ici. Mes inconnus, ben ici, tout ce que j'ai, c'est Y. Et donc maintenant, ben, je peux poser mes équations. Je peux appliquer le PFS là-dessus. Projection X, ben, je n'ai plus rien. Hein. Projection Y, voilà, c'est tout, je balaye, ça va me donner quoi? Ben, Y0 plus, ça c'est égal, hein, c'est égal à Y sur 1, donc plus 2 YB de 2 sur 1, moins P égale à 0. Et enfin, l'équation de moment, je vais l'écrire en haut par rapport à Z. Ça me donne quoi? La même chose, vous voyez, c'est toujours la méthode graphique qui est très simple. Plus, ici, on y va. YB, donc ça m'exerce un moment qui est positif. Donc ça me donne YB de 2 sur 1, multiplié par 0,38, le bras de levier, plus bah, le même, hein, puisque YB et YC sont égaux. Donc YB de 2 sur 1, mais multiplié par 2 fois
0,38 et moins P multiplié par, et là j'ai 4 fois 0,38, 4 fois 0,38, et tout ça, c'est égal à 0. Bon, j'ai terminé, j'ai calculé toutes mes inconnues de liaison. J'ai donc ici YB de 2 sur 1, qui est donc égal à 4P sur 3. Voilà. J'ai aussi Y0 qui est égal à P moins 2YP, donc P moins 8P sur 3. Voilà. Et puis après, le YC est égal à YC de 2 sur 1. Voilà, j'ai déterminé toutes mes inconnues de liaison. Et donc, à partir de là, je suis prêt à pouvoir faire un calcul de dimensionnement sur ma structure. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va? Donc là, je vous invite peut-être à mettre un petit OK si c'est clair. Bon, surtout si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Vous pouvez juste redescendre? Oui, tout à fait. Ça va? Oui, merci. Bon, ça va, c'est clair pour tout le monde? Vous arrivez à rester concentré? Oui. C'est pas évident, hein, Pourquoi même pour Ouais. PX, on applique le 0,38? Pour PX, vous dites? Pourquoi on applique le 4 fois 0,38? Parce que regardez, en fait, bon, peut-être qu'au dessin, vous ne l'avez pas bien vu. D'accord, mais regardez ici, on a 0,38, et là, ils ont choisi 0,76. Vous êtes D'accord. d'accord que voilà, ça fait 4 fois 0,38. C'est toujours l'histoire du bras de levier, d'accord? D'accord. Voilà, Ah, mais toujours être peut-être un peu petite. Hein. Oui, quand on est en B, on applique 0,38. Quand on est en C, on applique 2 fois 0,38 ou juste 0,38? 2 fois 0,38, je me suis trompé? Je suis pas sûr. Bon, Non, voilà, non, sinon d'accord. c'est bon, oui. Ok. Hein, d'accord, donc je vais le dessiner sur la figure. Ici, on a 0,38. Ici, on a 0,38. Et ici, on a 0,76. D'accord, merci. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez le principe quand même, hein, c'est toujours cette notion de bras de levier multiplié par force, et ensuite seulement on affecte le signe. Si vous arrivez à appliquer cette méthode, à vous familiariser avec cette méthode, on va beaucoup plus vite qu'avec des calculs, même vectoriels. Et les calculs vectoriels, à force de les poser, l'habitude me montre qu'il y a tout le temps des erreurs de signe. Pas vraiment. C'est souvent des erreurs, je veux dire, d'inattention, quoi. Hein. Parfois, les études, enfin, vous faites le calcul normalement, puis patatras, quoi. Vous vous plantez, vous oubliez un signe moins, et puis ce qui se passe, c'est qu'après, tout devient complètement faux, quoi. Tandis que je pense qu'avec la méthode graphique, vous voyez que sur les problèmes plans, franchement, je trouve que la traduction est assez simple. Hein. Et par contre, ce que j'insiste vraiment sur ce point-là, vous êtes en fait en train de poser des parties d'équations torsorielles. C'est vraiment ça. Hein. Vous voyez qu'on repose les torseurs, les efforts, on les applique graphiquement. Donc là, en fait vous ne posez pas de calcul torsoriel. Là, je suis entièrement conscient de ça. Mais vous êtes bien en train de travailler sur cette partie. Donc, ce qu'il faut de temps en temps, quand on se perd, c'est pouvoir remonter au torseur très facilement pour éventuellement aller poser des calculs si vous êtes un peu perdu. Bon, quelque part, si vous zappez totalement les torseurs, là, vous êtes impuissant, vous êtes devant le problème, vous n'arriverez pas à le résoudre. D'accord? Voilà, c'est plus ça. Bon, écoutez, là, j'ai terminé, on passe au 18. Alors, vous voyez, bon, toujours des systèmes triangulés. Bon, il faut vous familiariser avec ça. Bon, il s'avère que les systèmes poutres, ça travaille énormément comme ça. Donc, ces petits calculs, il faut que vous soyez capable de les poser très rapidement sans que ça pose de vraies difficultés. Donc, qu'est-ce que l'on a? On a ici une poutre, un système biarticulé, donc A, B, C. A, B, C, sur lequel je viens simplement appliquer un effort P. Qu'est-ce qu'on vous demande? D'exprimer les réactions de liaison en A et en C, A et C, en fonction de P. Voilà, tout simplement. Bon. Même chose. Hein, donc, vous voyez, c'est assez, on va dire, répétitif. Il n'y a pas
Donc, je vais dessiner directement mon repère sur ma figure. Donc, ici, le repère global, ben, je choisis de le faire passer ici. Voilà. La verticale du lieu, par convention, on a l'habitude de l'utiliser en Y. Et ici, le Z. Allez, c'est parti. Z, X, Y. Bien, j'ai des articulations pivot en A et B. Donc, ben, je vais mettre les équations de force. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici YA. Vous voyez, c'est très rapide. XA. YC. XC. Je mets sur ma figure un sens arbitraire de rotation positif. Voilà. Alors, des petites précisions, toujours par rapport à des habitudes que vous avez. Ici, ce que j'aurais pu compléter, alors faites-le, hein, faites les choses qui vous arrangent par rapport au calcul. En termes d'écriture, vous voyez que je n'ai écrit que XA et YA ici. Et je n'ai pas dit de quel solide sur quel solide. Vous avez parfois l'habitude de mettre, ici, ben, ce serait de 0 sur la pièce numéro 1. Donc, ici, je peux numéroter la pièce numéro 1. Ici, je peux numéroter la pièce numéro 2. D'accord ? Et donc, en fait, ben, qu'est-ce que j'aurai ici? Ben, j'aurai Y de 0 sur 1. Donc, ici, je peux rajouter ça, de 0 sur 1. Ici, ce serait donc de 0 sur 2. Et ici, de 0 sur 2. Bon, il s'avère que ces écritures, même dans nos problèmes de statique, pour des petits problèmes comme ça, c'est sous-entendu, encore une fois. Donc, on passe aussi sur ces écritures. Ce qui fait qu'effectivement, parfois, lorsque vous retrouvez des problèmes résolus, je conçois que vous soyez un peu perdu. Vous dites, mais c'est une force de quoi, sur quoi, etc. Mais là, en fait, notre système étudié est quand même bien clair, il est très simple. Donc, on s'affranchit parfois de ces écritures d'un solide par rapport à un autre, sachant que ça vient des torseurs de liaison. Et dans les torseurs de liaison, la rigueur veut qu'effectivement ce soit inscrit. D'accord? Bon, ben voilà, donc j'ai posé mes inconnus. Je peux poser mon calcul. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais isoler. Et là, je vais isoler donc 1. Vous voyez, toujours la même méthode. Bon, moi, je n'ai plus qu'à poser mes calculs. Allez. Donc, c'est un problème plan. Ben oui, la structure est bien contenue dans le plan XY. D'accord? Et regardez les efforts. Eh bien, les efforts sont bien contenus dans le plan. Ce sont des articulations qui sont pivots. Donc, je n'ai pas de moment perpendiculaire au plan. Donc, mon problème est plan. Donc là, attention, hein, on a vérifié. Ici, je mets un petit signalement. On a bien vérifié que la structure est plane. Dans le plan X, Y. Et les efforts extérieurs sont contenus dans ce plan. D'accord? Donc, surtout, n'oubliez pas ça. Ce n'est pas parce que la structure est plane que vous avez un problème plan. Il faut que les efforts soient contenus dans ce plan. Voilà. Bon, je peux reposer mes équations. On y va. Projection X. Qu'est-ce qu'on va avoir? X, A. Bon, ici, je mets 0 sur 1 parce que je l'ai représenté, d'accord? Plus X, C de ici, c'est 0 sur 2, c'est égal à 0. Projection Y. Voilà, il n'y a pas de difficulté, c'est tout. Hein. Je vais écrire de 0 sur 1. Plus YC de 0 sur 2 est égal à 0. Et enfin, équation de moment. Le moment. Donc là, je vais le calculer en A par rapport à la direction Z, toujours la même chose. Comme ça, nous quoi. Les deux composantes en A n'interviennent pas. J'ai donc P. Et P, même chose, je peux déplacer P sur sa ligne d'action.
D'accord? Donc, en fait, le bras de levier, eh bien, là, cette distance-là. Bon, bah, il me faut effectivement cette distance. Donc là, j'ai L, j'ai 1,6 L. Bah, là, j'ai un triangle rectangle, d'accord? Donc, c'est tout. Il me faut simplement cette hauteur. Bon, pour l'instant, je vais noter petit D, bon, D1. Voilà. On va la calculer après. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc P multiplié par D1. Et regardez, le moment, il est clairement négatif. Vous êtes d'accord que P a tendance à faire tourner la structure autour du point A dans un sens qui est négatif. Donc, vous voyez que j'ai vraiment plus de problème pour les signes. Ici, hop, j'affecte un signement. Et maintenant, bah, j'ai l'action de C. XC passe par le point A, donc je n'ai pas de bras de levier. Et YC, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va me donner effectivement la distance ici, D1, si je vais noter ça D2. Hein. Voilà, D2, hein, D1 plus D2. Donc, c'est YC, donc de 0 sur 2, multiplié par T1 plus T2. D'accord? Et le moment là est positif, est égal à 0. D'accord? Bon, alors, ben, on va calculer D1 et D1 plus D2. Bon, bah, ici, regardez, j'ai un triangle rectangle. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux affirmer? Ben, c'est tout, il continue la somme de deux côtés. Donc, j'ai D1 D2 égale à la racine carrée de 1,6 L, 1,6 au carré, plus, de l'autre côté c'est 1, d'accord? Et puis tout ça multiplié par L. Voilà. Et pour D1, bah ici, si j'ai H, cet angle-ci, j'ai voilà, une sinus. Okay. Donc ici, si je note ça alpha, ici, si je note ça bêta, j'ai donc L sur sinus bêta. Donc, je fais le rapport des côtés opposés, d'accord? Donc, L sur sinus bêta est égal à 1,6 L sur sinus alpha. Et lui, c'est égal à quoi? C'est égal à D1 plus D2. Donc, 1,6 au carré plus 1 racine L sur sinus pi sur 2. Donc ça, je fais simplement une petite règle de trigo classique. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 sur sinus bêta qui est égal à 1,6 sur sinus alpha. Et donc, racine de 1,6 au carré plus 1. Voilà. Bon, donc, je peux avoir le sinus alpha et puis à partir de là, je peux avoir. Donc, ici, j'ai donc alpha qui est égal à l'arc sinus de 1,6 sur racine de 1,6 au carré plus 1. Voilà. Donc, j'ai l'angle alpha. Et j'ai donc D1 qui est égal à L. Quoi ça fait? D'accord? Voilà, donc ça, c'est calculé. Donc ici, bon, ben voilà, j'ai en gros terminé, d'accord, puisque j'ai YC de 0 sur 2 en tout cas, qui est égal à quoi? Qui est donc égal à P T1 sur D1 plus D2. Voilà, donc qui est égal à P L cos alpha sur D1 plus D2 racine de 1,6 au carré plus 1 et tout ça sur 4. Monsieur, Oui? je crois que vous avez oublié le moins P dans la projection sur Y. Ah, attendez.
Donc, moins P, ça c'est bon. Sur la projection Y, oui, tout à fait, vous avez raison. Ici. Pardon. Moins P. D'accord. Bon, voilà, donc ici, on a bien déterminé nos inconnus. Par contre, il nous reste encore XA et XC à déterminer. Donc, j'ai encore une inconnue. Plutôt deux. Hein. J'ai simplement que XA plus XC est égal à 0. Bon, bah là, en fait, ça va être relativement simple. Toujours la même chose. En fait, c'est des barres polyarticulées, hein, donc c'est vraiment des mécanismes qu'on rencontre assez souvent. Et donc, bah, forcément, les composantes de force sont alignées avec chacune des poutres. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce que je peux affirmer? Bah, j'ai XA sur YA qui est égal à tangente alpha. Donc, en fait, les forces, hein, donc sur les poutres. Donc là, je vais reprendre ces poutres, d'accord? Donc là, j'ai quoi? J'ai A, B, d'accord? Et BC. D'accord? Donc les actions sur les poutres AB et BC, ce sont des poutres biarticulées. Hein? Donc ici, biarticulées. Donc, même chose, mais alignées avec les points d'articulation, même intensité opposée. Donc, à partir de là, ça impose quoi? Ben, ça impose que YA sur XA égale à tangente alpha et YC sur XC égale à la tangente bêta qu'on avait de l'autre côté. D'accord? Voilà, avec les exemples ici. Bon, ben, on a terminé. Hein. Puisque tangente alpha, on a même chose, hein, donc sinus bêta, ici. Hein. On mettra entre parenthèses ici. Donc sinus bêta est égal à 1 sur racine de 1,6 au carré plus 1. Voilà. D'accord? Donc ben là, on a terminé. Hein. On a toutes nos inconnues. On a déterminé les actions de liaison. Alors, une petite remarque ici. Vous voyez, ici, au niveau du point B, je viens bien exercer un effort extérieur en P. Mais les poutres, l'une par rapport à l'autre, d'accord, exercent une composante qui est horizontale. Donc ici, effectivement, le chargement est bien vertical, mais j'ai une interaction entre la poutre 1 et la poutre 2 qui fait qu'effectivement, j'ai des actions horizontales qui s'exercent et qui fait qu'effectivement, ces poutres sont bien soumises exclusivement à deux forces opposées de même intensité. D'accord? Parce que dans certains cas, effectivement, les personnes pourraient penser que comme j'ai une force verticale, ici, j'ai effectivement une force verticale qui s'exerce dans cette poutre. Non, pas du tout. Avec l'agencement ici de ces trois articulations, j'ai une interaction entre la poutre ici numéro 2 et la poutre L qui fait que les actions vont s'organiser de telle façon qu'elles soient bien alignées avec les articulations AB respectivement et les articulations BC. D'accord? Ça va pour cet exercice? Vous voyez, hein, c'est une certaine rigueur, on pose le repère, on pose nos équations, on isole un système, on regarde les points de liaison de ce système avec l'extérieur et on pose notre PFS par rapport à ça. Donc là, il est 16 h, bientôt, une ou deux minutes près, j'ai 16 h plus. Donc après, on arrive à des chargements répartis. Bon, je ne vais pas le poser complètement, celui-là, il est assez rapide, même si c'est un arc de cercle, d'accord? Donc ici, le principe sera le même. Hein. On doit donc poser notre repère et mettre en place les ports. Un point supplémentaire,
un chargement réparti en statique. Un chargement réparti peut être remplacé, d'accord, par un chargement concentré en son barycentre. Par une charge donc concentrée, ponctuelle, d'accord, de même intensité, ou de même résultante, on a tout, d'accord, et appliqué en son barycentre. OK? Donc, en fait, ce problème, si je le représente rapidement, voilà, donc j'avais ça. Donc, ici, j'ai une articulation pivot. Et là, regardez, j'ai en fait une articulation ponctuelle. Donc, ici, j'ai fait un triangle, ici, des petits galets en dessous pour bien matérialiser le système. Voilà ce que j'ai. Okay? Bon, je vais pouvoir remplacer ce chargement P uniformément linéique, on parle de chargement linéique, d'accord, par la charge concentrée en son centre de gravité. Bon, ici, la figure est toute simple. Donc, en fait, le barycentre sera ce point-là. Et la force, je peux la représenter au-dessus ou en dessous, ça revient au même, puisque je peux déplacer la force sur sa ligne d'action. C'est un glisseur. Bon, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais bien avoir intégrale. Si je note ça, R, la résultante. Elle est donc appliquée, je vais appeler ça un C. Ici, j'ai A, B. Donc, bien sûr, toujours la même chose rapidement ici, puisque le temps est écoulé. X, Y, vous voyez, donc ça va très vite en fait à mettre en place. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai R qui sera égal à l'intégrale donc de A à B sur le parcours, d'accord, ou bien de P. Et ici, ce sera un DS. Et bien DS, puisque le déplacement va se faire le long de cet arc de cercle. Okay. Bon, en fait, cette longueur-là, elle est simple, c'est la demi-circonférence d'un cercle. Donc, ce sera égal à quoi? Égal à P multiplié par pi d sur 2. Alors là, on donne R, donc pi R. Okay. Voilà la résultante R. Bon, à partir de là, c'est hyper simple. En fait, étant donné la symétrie du problème, j'ai terminé. Donner la symétrie du problème. OK. Ici, j'ai YA qui est égal à YB et qui est égal à P pi R sur 2. Bon, là, j'ai terminé. On est prêt à faire les éléments de réduction. D'accord? Voilà. Donc, les chargements répartis, effectivement, il faut savoir les faire. L'exercice ST20, vous voyez, on a un autre chargement réparti. La difficulté pour vous, ce serait peut-être de trouver le point d'application de ce cas d'arc de cercle, parce que c'est toujours la même chose. J'ai un chargement linéique, d'accord? Et donc, après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je recherche le point d'application de la résultante de cette force. Et là, je vous invite à aller voir la correction qui est faite. Okay. Il y a un théorème que certains d'entre vous connaissent peut-être, qu'on appelle le théorème de Guldin, et qui permet d'aller rechercher justement le centre de gravité d'un quart de cercle. Bon, après, je vous invite par rapport à ces quelques formes élémentaires, soit de faire un petit formulaire pour aller rechercher ces valeurs. Donc là, en quelque sorte, ça reviendrait, pour faire ce calcul, pour vous expliquer un peu le principe, on peut considérer que la charge linéique, le poids propre linéique de cette courbe, c'est l'unité. Et donc, en calculant effectivement le centre de gravité de cette longueur-là, je vais retomber effectivement sur le centre de gravité où je vais pouvoir appliquer la résultante.
Autrement, vous seriez obligé de poser un calcul intégral complet, d'accord, qui est un peu plus long. OK? Voilà, donc cet exercice-là, bon, on n'a pas eu le temps de le faire ensemble. Je vous propose donc d'aller voir la correction. Elle vous sera mise à disposition sur My Learning Space, hein, au niveau des RDM. Donc, tout l'exercice est corrigé et le détail en fait, de ce petit calcul est bien repris à la fin. D'accord? Voilà. Bon, est-ce que vous avez des questions? Bon, ça va? C'est bon? On va avoir quelques réactions. Mettez peut-être un petit pouce levé ou quelque chose comme ça. OK. Bon, surtout, ne vous laissez pas distancer. Vous allez voir dans votre poly, allez voir, je vous invite vraiment à aller voir votre poly de TD de RDM. Les exercices de statique, il y en a, ils sont presque tous corrigés. Donc, allez revoir un peu la façon de poser les calculs, d'accord? Simplement pour ne pas perdre soit l'entraînement que vous avez déjà, hein, ce serait bête de perdre un peu à ce niveau-là et de se planter juste à l'entrée. Hein. Je vous ai dit, hein, le petit exercice précédent, il y a eu énormément de ratages et je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Bon, il y avait quand même un point, c'est qu'avec l'année en question, je n'avais pas fait de rappel de statique. Je considérais que c'était acquis. Bon, manifestement, c'était une petite erreur. Donc là, maintenant, on a remis ça en place. Donc, objectif que vous passiez directement à l'IRDEM et que tout va bien. Donc, vous pouvez tomber sur des petits problèmes 3D, comme on l'a vu là, et ce sera assez simple à poser. Hein. Là, on va rien inventer de nouveau. Ou alors des problèmes plans dans la grande majorité. D'accord? OK. Alors non, donc pour la question posée, alors au niveau du partiel, on va dire effectivement de la semaine prochaine, ça ne comporte que la partie sur les matériaux. Donc la partie de cours que vous avez vue avec Agnès Zambon, d'accord, qui